qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Salut, moi c'est Jonas Mayala et je viens encore dans le cadre et toujours de notre projet de Géo des Suds, notre chaîne, la Géo des Suds, une chaîne qui est consacrée à la question de la géopolitique et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous proposez une autre émission, un autre numéro sur un thème qui est abordé sous différentes manières par bien de gens. En tout cas, je m'en réjouis. Aujourd'hui, tout le monde peut l'aborder selon ses perceptions, selon ses propres convictions, selon ses propres analyses. Et je me permets de l'aborder aussi, peut-être pas dans sa globalité, mais toucher un petit bout, parce que c'est vraiment un thème qui s'épuisera, en tout cas pas maintenant, qui s'épuisera pas. Donc je vais essayer de donner quelques éléments et je suis sûr que je reviendrai encore dans d'autres émissions pour donner ajouter certains autres éléments, parce que c'est vraiment évolutif et ça c'est important de le dire. Alors le thème de ce numéro, c'est tout simplement le monde va mal. C'est pas nouveau, en tout cas si vous entendez ça, c'est vraiment pas nouveau. C'est pas nouveau que l'on dise que le monde va mal. Tout va mal, il y a des choses qui se passent dans ce monde ici, on se demande si on pourra s'en sortir. Mais la grande question dans cette thématique du monde va mal, c'est à qui la faute? On essaie d'établir des responsabilités selon des zones, selon des régions, et voilà, donc à qui la faute? Mais j'aime bien la réponse de scientifiques. C'est vrai que certains peuvent dire, ouais, la faute c'est aux uns, la faute est aux autres. Les scientifiques, pour couper court, ils ont dit que la faute revient à l'humain. Et c'est un petit peu le mystère dans lequel nous nous retrouvons. C'est l'homme le responsable de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Si le monde va mal, c'est que c'est l'homme le responsable. Je suis tout à fait d'accord, je suis sûr que vous partagez aussi cet avis. L'homme est responsable de ce qui nous arrive depuis vraiment longtemps, même pas tant que ça. Parce que la petite histoire, ce que vous devez comprendre, des milliers d'années avant, l'homme a toujours vécu en harmonie avec la nature. L'homme était un allié et un collaborateur de la nature. Ce fut des époques géologiques assez impressionnantes où la nature n'était pas vraiment surexploitée. L'homme cohabitait avec la nature. Mais depuis un certain temps, pour certains chercheurs, c'est à partir du XVe siècle, vers la fin du XVe siècle, début XVIe siècle, l'on va vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va changer la face du monde pour toujours. C'est la période, le début de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est juste une époque géologique où l'homme a décidé d'exploiter ou de surexploiter la nature, d'entrer vraiment dans la nature et tout prendre, faire ce qu'il voulait de la nature. Donc c'est une époque qui a commencé avec la colonisation des Amériques, donc quand l'Europe est descendue sur le continent américain pour coloniser les Amériques. Et donc c'est l'époque où on a commencé des grandes déforestations et c'est plus ou moins l'époque qui correspond également à la traite négrière, parce qu'il fallait prendre la main d'œuvre en Afrique pour aller travailler dans les plantations sur le continent africain. Donc voilà, on est dans une perspective où tout change, la configuration du monde change. L'homme n'est plus en bon terme avec la nature, l'homme commence à surexploiter cette nature-là. C'est un petit peu à cette époque que certains scientifiques, et je partage un petit peu leur avis, que le grand problème de l'humanité ont commencé. C'est vrai qu'avant cela, il y a toujours eu des grands problèmes, des problèmes, mais le problème du moment, le problème que nous vivons et subissons aujourd'hui, ont commencé
à ce moment-là, de l'Anthropocène. L'homme n'a plus peur de la nature. L'homme veut tout comprendre. L'homme veut tout détruire. L'homme veut tout expliquer. L'homme veut tout vraiment, mais vraiment sans limite. Mais la grande question la réponse, là, c'est quelque chose qu'il faut analyser encore de près. À qui la faute? C'est l'homme. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Certains sont même très radicaux. Ils disent qu'il faut éradiquer la race humaine de la Terre. Je ne vais rien confirmer ici, mais on n'est pas dupe. On sait qu'il y a des endroits, des laboratoires qui travaillent pour diminuer le nombre de la population dans le monde. C'est plus des secrets. Ça se dit, ça se voit, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment dans l'extrême de se dire, puisque c'est l'homme qui est le responsable de la destruction de la Terre, de la planète, il faut faire quoi? Il faut l'éradiquer, peut-être diminuer le nombre carrément. Mais j'aime pas cette façon de réfléchir. Et on va essayer un peu, on est quand même libre de réfléchir aussi. L'Anthropocène. C'est triste de voir que le monde va si mal qu'on se demande si l'humanisme a encore un sens réel. Un sens réel. Mesdames et messieurs, c'est incroyable de voir à quel point le monde se fixe des objectifs, mais parfois fous. L'humain n'est plus au centre. L'humain n'est plus au centre. Il suffit juste de regarder le système dans lequel nous sommes pour comprendre qui, on travaille pour qui au final. Pour qui l'être humain travaille-t-il? J'avais un professeur qui nous avait raisonné un peu à l'université il y a, je crois, 2 ans. Il nous a dit, l'économie devrait être au service de l'humain. Mais aujourd'hui, c'est l'humain qui est au service de l'économie. Nous nous donnons tellement de peine. Mais pourquoi et pour qui? Pourquoi et pour qui? Si nous disons que c'est l'être humain qui est responsable de la destruction du monde, et cela est parti vers le début 15e siècle, ça veut dire qu'on parle des plantations, exploitation dans les Amériques, mais il ne s'agit pas de tous les hommes. Il ne s'agit pas de tous les hommes. Ça n'a jamais été le cas. Certains ont subi, certains autres étaient des esclaves, d'autres... Et aujourd'hui, on vit carrément la même configuration. Est-ce que vous allez me dire qu'un Indien ou pas un Indien, un Haïtien moyen serait vraiment responsable du dérèglement climatique? Parce que si nous disons que voilà, tous les êtres humains sont responsables d'une certaine façon, bon voilà, responsables de ces dérèglements climatiques, responsables, est-ce que nous mettons un petit peu tous au même pied d'égalité, depuis le nord vers le sud, l'est, l'ouest? Mais non, on n'a pas de la boue à la place du cerveau. Allez-vous me dire qu'un Indien, ou pas un Indien, pardon, un Haïtien moyen serait en train de détruire la Terre au même titre qu'un Chinois moyen? Je ne pense pas. Il y a des réunions qui se multiplient dans le monde pour essayer de gérer cette question climatique. En tout cas, je ne vais pas tenir une émission sur le climat, mais ça en vaut la peine d'en parler parce que c'est un autre mal parmi tant d'autres qui gangrènent le monde actuellement. S'il faut parler de la question climatique, tous les ans se tiennent de grandes réunions autour du climat et on nous présente, on nous publie des rapports du GIEC. Je me souviens en 2018, le rapport qui était publié, il prévoyait une augmentation de la température de ce siècle, d'ici jusqu'en 2100. Ça, c'était en 2018. Et j'ai appris que tout récemment, celui de 2022 présente une augmentation de température jusqu'à 2-3 degrés, 3-4 degrés, je pense. Mais c'est tout simplement hilarant. C'est de la folie, carrément de la folie. Et c'est quoi l'urgence? Qu'on veut imposer au monde entier de faire le même type d'effort pour arrêter le climat, pour résoudre la question climatique. Excusez-moi, mais c'est tellement égoïste, c'est tellement répugnant. Et moi, je pense que ça nécessite des vraies réflexions.
Je ne dis pas que nous ne devons pas lutter contre des dérèglements climatiques. Ouais, nous devons tous lutter contre les dérèglements climatiques. Mais est-ce que ça nécessite qu'on vienne nous dire ou dire au monde entier qu'il faut faire le même type d'effort? Il faut arrêter de faire des cultures avec des pesticides. Il faut arrêter la déforestation. Il faut arrêter l'exploitation de vos ressources. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'exploiter le pétrole. Il faut arrêter d'exploiter les gaz. Il faut arrêter d'exploiter le charbon pour arrêter les réchauffements climatiques. Pourquoi ça serait seulement les pays qui sont moins industrialisés à qui on doit interdire de faire l'exploitation, d'industrialiser leur pays parce qu'il y a un problème climatique? Et pourquoi les pays industrialisés, les pays développés, eux, ils se donnent tout le droit d'exploiter dans n'importe quel secteur et à n'importe quel moment sans que personne ne les inquiète? Et c'est eux qui décident dans quoi il faut arrêter, dans quoi il faut continuer. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ici en Europe l'une des plus grandes crises peut-être du siècle, ou je ne sais pas, depuis 2000 peut-être. Le conflit russo-ukrainien, ça a mis à l'arrêt quasi la machine économique européenne. L'Occident va un petit peu mal sur le plan économique. L'inflation partout, la croissance économique peine à décoller. Et tout d'un coup, des pays européens comme la France ou l'Allemagne décident de rentrer, de relancer leur, je vais parler ici de l'Allemagne, leur exploitation de charbon et tout. Ils veulent ralentir leurs objectifs sur le climat parce qu'il faut avoir de l'énergie. La France rouvre encore ses centrales nucléaires. Pourquoi ils le font? Parce qu'il y a un problème. Il y a une crise économique en Europe. Pour éviter cette crise, il y a une crise, pardon, pas vraiment une crise économique, mais il y a une crise énergétique. Pour éviter cette crise-là, stop d'abord sur les objectifs du climat. Il faut d'abord résoudre le problème économique, le problème social maintenant, et on verra ça plus tard. Pourquoi eux, ils ont le droit de stopper des objectifs qui ont été consignés aux Nations Unies, ou je ne sais pas moi, à la COP, parlons de la COP 21, ici à Paris, des objectifs qui étaient beaucoup plus clairs, qu'il fallait quitter définitivement, par exemple, du charbon, quitter définitivement, peut-être d'ici quelques années, je ne sais pas, du nucléaire, ou quitter le pétrole et tout. Mais dès qu'il y a une crise qui s'annonce dans certains pays, hop, d'abord on met stop. Il faut résoudre ce problème-là, et puis après. Mais ce sont les pays pauvres qui sont en perpétuelle crise, qui vivent la crise depuis maintenant des décennies. Maintenant, c'est plus d'un siècle que les pays africains, par exemple, vivent la crise. Et c'est à ce pays qu'on va demander d'arrêter l'industrialisation parce qu'il y a une urgence climatique. Je trouve que c'est tellement méchant sur le plan géopolitique que ça nécessite des vraies réponses, des vrais questionnements. La réponse ne viendra pas seulement par, je ne sais pas, on pose la question à quelqu'un qui ferme les yeux, même un intello, et donne la réponse comme si c'était si facile. On ne peut pas venir nous imposer un système comme ça et on accepte à l'aveuglette. On est vraiment désolé. Et même les autorités, quand les autorités africaines ou les autorités des pays du Sud, des pays africains ou, je ne sais pas moi, des pays pauvres, quand ces autorités vont dans des réunions, des grands sommets sur des questions, des troubles, des conflits internationaux, je ne pense pas qu'elles ont conscience, en tout cas pour la plupart, des vrais enjeux de leur peuple. Pourquoi la Chine a refusé ce genre de contrôle? On a essayé. Il y a des pays qui ont essayé d'imposer à la Chine. Parce que, figurez-vous, aujourd'hui, la Chine, c'est le premier pollueur au monde. C'est une machine tournante, la Chine. Est-ce que vous avez vu un seul pays, que ce soit un pays occidental, que ce soit, je ne sais pas, un bloc occidental, imposer des restrictions à la Chine sur la question climatique? La Chine définit sa propre politique climatique. Elle vient se faire représenter, elle participe dans des sommets comme les différentes COP et tout. Elle signe des conventions et tout. Mais c'est elle-même qui redéfinit sa propre politique sur l'urgence climatique. Donc, il y a des pays dans ce monde qui, c'est eux qui définissent, qui redéfinissent de quelle façon
ils vont régler la situation climatique et pas d'autres. Écoutez un petit peu les raisonnements ou, je ne sais pas moi, la réponse de la Chine. La Chine a dit qu'elle ne va pas arrêter sa machine économique et tout, parce que, comme on le sait, pour donner de l'électricité ou de l'énergie à une population aussi importante que la population chinoise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut du charbon. La Chine exploite le charbon pour l'électricité de sa population. Et la Chine dit, pour compenser ce problème climatique, elle va développer une telle technologie pour capter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ou je sais pas, des trucs un peu de la technologie, la haute technologie et tout. Une réponse qui a été fort critiquée par certains organismes climatiques dans le monde. Est-ce que vous avez vu un seul pays s'opposer à ces raisonnements chinois? Non. Quand ce sont les pays puissants qui redéfinissent la politique à mettre en place pour l'urgence climatique, non, on se tait. Mais quand c'est les pays pauvres qui veulent lancer certains investissements, certaines lignes d'investissement, et alors là, on leur dit non, il faut protéger vos forêts, parce que c'est ça que Bolsonaro a refusé au Brésil avec l'Amazonie, sa forêt. La forêt, la première forêt à la plus grande taille au monde. Et Bolsonaro n'était pas d'accord. Nous ne refusons pas qu'il faut vraiment travailler sur l'urgence climatique, mais est-ce qu'il n'y a que ça comme problème? Qu'est-ce que vous faites de tout ce peuple-là qui n'ont rien à manger, qui doivent se déplacer pour aller trouver de la nourriture? Ces peuples qui souffrent sans eau potable, sans électricité, sans transport, sans vêtements. Et c'est à ce peuple que vous demandez de respecter toutes les exigences liées à l'urgence climatique, au même titre qu'un Européen bien nanti. N'est-ce pas injuste un petit peu? C'est trop injuste. Vous voulez aller demander à quelqu'un qui ne sait même pas manger deux fois dans la journée, et c'est à cet homme que vous allez demander d'arrêter de toucher à la forêt, parce que s'il touche à la forêt, il coupe les arbres et nous allons tous crever. Ça, c'est encore méchant. On a demandé aux pays les plus pollueurs de récompenser les pays pauvres parce que c'est eux qui polluent et tout. Une enveloppe qui a été forfaitairement définie par les Nations Unies, un organe des Nations Unies, notamment la COP, qui a défini que les pays, les grands pollueurs, les pays les plus industrialisés devraient compenser ou donner de l'argent, un fonds aux pays pauvres pour que ceux-ci ne puissent pas toucher à leurs réserves, soit forestières ou naturelles et tout. Combien de pays le font? Il y a toujours des plaintes. Même les pays les plus responsables n'arrivent pas à honorer leurs engagements. Quel est ce pays africain qui a osé lever la voix pour réclamer ce fonds? Même s'ils le font, qui va les écouter? Aucun respect là-dessus. Le monde va mal, et même très mal. Mais alors à qui la faute? C'est très bien de juger les autres parce qu'ils ont posé un acte ci, un acte ça, au sont des pauvres et trucs, machin. C'est bien beau d'insulter des gens qui prennent des risques fous pour traverser la Méditerranée afin de rejoindre un certain pays qu'ils croiraient paradisiaque. Et on les traite de fous, de malades, de pauvres. Voilà, c'est bien beau. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un serait fou au point de prendre un tel risque? J'ai déjà fait quelques travaux sur la route qu'on appelle la route de la mort, qui partirait, je ne sais pas moi, du Niger, l'Algérie, on passe la Méditerranée, on rejoint, quel pays? L'Italie, je pense. Mais quand quelqu'un décide d'emprunter cette voie-là, la personne essaie d'être consciente qu'elle a 50% de mourir, 50% de vivre. C'est un chemin de la mort. Les gens sont abandonnés dans le désert. Et quand vous êtes abandonné dans le désert, la mort est quasi certaine. Quasi certaine. C'est vraiment des grands déserts que vous ne pouvez pas parcourir à pied. Et surtout sans eau.
Et vous pensez que quelqu'un peut prendre ce genre de risque juste par plaisir ou pour venir prendre des photos devant la tour Eiffel? Bien sûr que non. On peut les insulter. On peut insulter ces gens-là. Ils manquent du charisme. Ils viennent quémander et tout. C'est un petit peu partout dans le monde, les États-Unis, le Canada et tout. Là où il y a un peu du pain, il y a des gens qui se ruent en masse pour aller chercher cette manne. Mais c'est que là où ils étaient, les choses chauffent. Un auteur a écrit, il dit, la terre arrive à manquer sous nos pieds. Pour qui travaillons-nous dans le monde? Qui est réellement responsable de tout ce qui arrive aux populations mondiales? Aujourd'hui, nous sommes un petit peu plus de 8 milliards sur Terre. Et vous savez combien peuvent se prétendre vraiment bien nantis dans ce monde? Eh bien, ça ne dépasse pas la barre de 10%. Ce sont 10 et 15% dans le monde. Est-ce qu'on peut se rassurer? Est-ce qu'on peut être sûr? Est-ce qu'on peut être fier de nous? De bâtir un monde où c'est à peine 15% de la population mondiale qui vit presque dans des meilleures conditions. Contre 85, plus ou moins, 85% de la population mondiale vit de manière non décente. Dans des guerres, dans des crises, dans la pauvreté, des trucs, mais vraiment incroyables. Rien que les 15% qui sont bien foutus, la Terre arrive déjà très très mal à gérer ce poids. Est-ce comme ça que vous arrivez à nous vendre ce rêve? Que voilà, il faut venir tous, ça va aller, ça va aller. Déjà, on va exploiter quelles ressources? Parce que les ressources commencent à manquer. On voit avec des projets parfois fous, de gens qui veulent aller chercher des ressources dans l'espace. Bon, allez-y, bonne chance. Mais déjà avec les ressources que nous avons sur Terre ici, est-ce que nous rassurons à des générations futures quelque chose qu'on peut leur laisser? Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Parce que figurez-vous, déjà à un degré, à un réchauffement, si d'ici 2100, la Terre arrivait à enregistrer plus de 2 degrés, juste 2 degrés de plus. Vous savez les conséquences? Elles sont catastrophiques. C'est plus ou moins 90%, 99 même % du récif corallien dans le monde disparaît. C'est tout un écosystème qui disparaît. Plus ou moins 150 millions de déplacés, des réfugiés climatiques. Des plages qui vont complètement disparaître. Des îles qui vont complètement disparaître. Toutes les villes qui sont sur des côtes seront inondées. Des villes comme New York peuvent être inondées jusqu'à 30, 40, 50%. À 2 degrés. Mais là, nous sommes dans les prévisions d'entre 3 et 4 degrés d'ici 2100. Est-ce qu'on s'imagine un peu des conséquences? Bon, on croit peut-être qu'un miracle peut être fait. Où est le sens de l'humanité? Nous sommes dans un monde où quelque part où on laisse les gens s'enrichir, mais vraiment facilement, gratuitement sur le dos de plusieurs, de manière illimitée. Réfléchissons sur cet aspect de choses. Un monde capitaliste, c'est le marché qui dirige. On est d'accord? Parce que nous sommes dans un monde capitaliste. Tout est défini par le marché. Le marché est même plus important que la politique. Les données, c'est sur le marché. Que dit le marché? On veut lire les indicateurs que le marché nous présente. Les politiciens gouvernent avec les indicateurs du marché. Voilà, tout se décide en fonction des indicateurs du marché. Que dit la bourse, voilà, donc voilà. Et on laisse les gens, le groupe, les entreprises s'enrichir sans limite sur le dos des pauvres personnes. Des gens qui ont des fortunes, c'est pas mal. Quelqu'un peut dire, ah ouais, il s'attaque aux gens qui ont gagné de l'argent, qui deviennent riches et tout ça, cela. Mais ce n'est pas une question de la jalousie. Gagner, oui, mais à quel prix? Il y a des gens, il y a des sociétés, il y a des groupes de sociétés aujourd'hui qui sont prêts à tout. Prêts à organiser des guerres à gauche, à droite, à libérer des virus dans la nature pour se faire de l'argent. Est-ce que c'est ça qu'on va continuer à encourager dans ce monde? Et ceux qui sont fragiles, le pauvre, ils passent comme des mouches. C'est comme si la vie de certains ne valait absolument rien du tout.
Nous vivons dans des pays où quand on voit un chien malade, un chien ou un chat malade, on a envie de lui porter secours. On a envie de l'aider parce que c'est une vie. Non une vie humaine, mais c'est une vie. Mais comment si on peut avoir compassion et amour envers les chiens, les chats? Il y a des gens qui meurent tous les jours aux portes de l'Europe, dans la mer Méditerranée, la mer ceci, en Grèce, et ceci ou cela. Ces gens-là ne méritent-ils pas de la compassion? Dans nos différentes villes ici, quand on est dehors, on peut aller à Bruxelles, à Charleroi, dans les grandes villes, on voit des gens qui mendient dans la rue. Et pour la plupart, ce sont des réfugiés, des gens qui n'ont peut-être pas de papier et tout. Des gens qui ne méritent vraiment pas la vie. Aujourd'hui, nous accordons plus d'importance. C'est ça la société qui est construite. Ce sont les valeurs que nous avons adoptées malheureusement. On accorde plus d'importance à des animaux qu'à des humains. Je vais poser une question. Lorsque vous voyez quelqu'un arriver et qui sort une carte de résidence, il présente cette carte-là, vous lui ouvrez la porte, cette personne entre et vous lui rendez service. Et quelqu'un d'autre arrive, sans carte, la porte lui est fermée. Alors la question est celle-ci. Qu'est-ce que vous respectez là entre l'homme et la carte? Je vais vous dire le responsable de tout ce qui nous arrive, selon moi. Le responsable, il est connu depuis fort longtemps. C'est un système. Un système que nous avons adopté, nous avons accepté. Le système dit capitaliste. Un rêve que l'Occident nous a vendu. Et quand je dis l'Occident, ce sont des dirigeants qui ont réfléchi et qui nous ont vendu un système. Mais vraiment, il est au service de tout sauf de l'humain. Le capitalisme est au service de tout sauf de l'humain. L'humain travaille pour le capitalisme. L'humain se retrouve au service du capitalisme. On n'a plus la vie pour nous-mêmes. Et c'est qui les responsables? C'est le système capitaliste et tous ceux qui sont pour, et tous ceux qui l'encouragent, et tous ceux qui versent de l'huile. Allez-vous vous plaire? Est-ce parce que vous refusez? Il y a des gens qui refusent de lever juste le regard, leurs yeux pour voir un peu plus loin. Comment on peut être content d'un système qui bénéficie seulement, qui garantit la survie, une bonne vie d'à peine 15% de la population mondiale? Parce que figurez-vous, le système capitaliste ne profite qu'à une petite poignée de gens dans le monde. Et la majorité doit subir parce qu'on doit engraisser les 15%. Les 15% doivent être bien nantis, ils doivent bien vivre, ils doivent bien se vêtir. Et les 85% qui sont dans l'ombre, ils deviennent quoi? C'est ça le système que nous avons accepté. Malheureusement, on nous demande tous d'être au service de ce système. Nous sommes comme téléguidés, télécommandés. Aujourd'hui, il y a certains trucs où la personne interagit avec une machine. Il n'y a plus d'humanisme. Vous pensez qu'une machine peut avoir un cœur? Il y a des services qui sont carrément remplacés par des machines. Une personne qui vient demander un service, c'est une machine qui traite son dossier. Est-ce que vous croyez qu'une machine peut avoir un cœur? Et c'est une machine qui décide, c'est une machine qui donne l'approbation. Et c'est le monde que nous aimons. Fort malheureusement, une déconnexion totale avec l'humain. Le monde va mal, et mal à tout le niveau. On va chercher des responsables dans des forêts, des pauvres qui vivent peut-être de la forêt. On va leur dire, ah ouais, c'est vous les responsables parce que vous détruisez la forêt. En Belgique, si on parle de l'agriculture, le bio ne représente qu'à peine 12 à 15% de toute la production agricole de la Belgique. La Belgique exporte les produits agricoles. Ça veut dire que la Belgique produit beaucoup. Mais en tout, c'est 15, pas plus de 15% bio. Et c'est l'Union européenne qui va décider, par certains représentants, qu'en Afrique, par exemple, on doit cultiver bio. On doit nourrir le peuple bio. Pourquoi ça ne peut pas commencer d'abord ici? Vous avez déjà vu un pays sur cette terre nourrir sa population avec l'agriculture bio? Je ne dis pas que c'est mauvais.
Mais vous pensez, vous voulez sacrifier le peuple aujourd'hui qui souffre parce que vous voulez préserver la nature. Les autres, eux, ils ne préservent pas la nature. Ce sont ceux qui souffrent, qui doivent continuer à souffrir pour préserver la nature. C'est très méchant. Le système capitaliste nous a conditionnés, nous impose un style de vie. Nous nous sentons presque obligés de répondre aux exigences du capitalisme. C'est comme une secte, c'est comme une religion. Et tous, nous sommes quasi obligés de danser à son rythme. Et des gens qui publient, qui mettent en avant le capitalisme, ils sont tout autant complices. Mesdames et messieurs, vous tous de partout, je suis sûr que tous ceux qui doivent se poser des questions. Se questionner, c'est réfléchir. Le vrai enjeu, c'est ce système-là. Et c'est lui le responsable et tous ceux qui le répandent. Redevenons humains. Reconsidérons les êtres à tous les niveaux, à toutes les échelles. L'humain doit être au centre de tout. Sauvons des vies. Protégeons ceux qui vont mal. Ceux qui sont dans des difficultés. Ne profitons pas de leur situation pour se faire un nom, prendre des photos et venir présenter ici en guise de projet. Nous avons fait un projet dans tel pays, le projet était ceci. On a juste collectionné des photos sans résoudre le problème. Et c'est parfois ça que font certaines ONG. Aller prendre des photos parmi le peuple qui souffre et sans résoudre le problème, venir publier des photos dans de grandes salles lors de leurs conférences. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est très mal. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Comme je vous ai dit que c'est un gros thème. Les autres parties viendront, nous suivront après. On va toujours l'enrichir au fur et à mesure avec d'autres idées, avec d'autres éléments. J'ai peut-être dit un mot ou quelque chose qui n'a pas été bien vérifié. C'est tout à fait normal quand on fait ce genre d'émission, donner l'information à un nom de l'autre, faire une petite confusion, ne montez pas rigueur. Donc, mettez peut-être dans les commentaires ce qui vous a semblé un petit peu louche. Et d'ici là, portez-vous bien. Je fixe un rendez-vous pour les prochaines éditions. Très bientôt. Qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.